Avez-vous déjà entendu quelqu'un que vous avez élevé douter de votre lucidité comme si vous étiez un meuble ancien? Avez-vous déjà entendu votre propre sang comploter dans votre dos comme si vous n'étiez qu'un coffre-fort ambulant prêt à être pillé? Eh bien moi, j'ai entendu. Derrière la porte du salon, un dimanche quelconque de mars, quand l'odeur du poulet rôti parfumait encore toute la maison et que le soleil de l'après-midi entrait paresseusement par la fenêtre de la cuisine, dessinant des rayures dorées sur le carrelage que j'avais moi-même choisi il y a 30 ans. « Il est trop vieux pour savoir combien d'argent il a », chuchota mon fils Damien, tout en remuant le sucre dans son café avec cette petite cuillère en argent que j'ai reçue lors de mon mariage en 1965, quand le monde était encore différent et que les enfants respectaient leurs parents. « On doit accélérer ça avant qu'il ne fasse une bêtise », répondit mon gendre François avec cette voix grave et traînante qui m'a toujours tapé sur les nerfs depuis le jour où il est apparu chez moi il y a 15 ans, se disant amoureux de mon garçon. J'ai fait l'idiot à ce moment-là. J'ai fait semblant de somnoler dans le fauteuil du salon, celui en tissu fleuri bleu et rose que ma défunte épouse, Marguerite, avait choisi dans un magasin du Marais il y a 40 ans, un samedi après-midi, où nous étions allés acheter des meubles pour notre premier appartement. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas été idiot ce jour-là par faiblesse. J'ai été idiot par stratégie, parce qu'un homme qui a vécu 78 ans apprend que parfois il faut faire le mort pour mieux observer les vautours qui tournent autour de votre charogne. Mais après, mes amis, j'ai agi comme ils n'imaginaient même pas que j'en étais capable. Laissez-moi vous raconter qui j'étais avant qu'ils me rendent invisible, avant qu'ils décident que mon âge était synonyme d'incapacité. Mon nom est Henri Dubois. J'ai 78 ans complets, cheveux grisonnants, toujours bien coiffés avec de la brillantine, que j'achète chez un barbier de la rue Saint-Antoine dans le 4e arrondissement. Et je porte des lunettes de lecture suspendues à une chaînette dorée qui frappe ma poitrine chaque fois que je me penche pour prendre quelque chose. De l'extérieur, je ressemble exactement à ce que tout le monde attend d'un papy français. Pull en laine les jours froids, chaussons orthopédiques que le médecin m'a fait porter, ce petit portefeuille en cuir marron toujours dans la poche et cette tendance à répéter les mêmes histoires sur comment les choses étaient meilleures autrefois, quand la baguette coûtait quelques centimes et que les gens avaient plus de respect pour leurs aînés. Mais laissez-moi vous dire exactement qui je suis vraiment, sous cette façade de petit papy inoffensif que j'ai construite avec tant de soin. Je suis diplômé en économie de la Sorbonne en 1968, à une époque où les hommes à l'université étaient encore majoritaires, dans une promotion de 39 hommes pour 3 femmes, qui me regardaient comme si j'étais trop studieux chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler d'intérêts composés ou d'inflation. J'ai travaillé 35 ans à la Banque de France, gravissant chaque échelon de la carrière avec beaucoup de détermination, affrontant la concurrence, éprouvant mes compétences chaque jour, jusqu'à atteindre le poste de directeur de l'analyse économique. J'investis en bourse depuis les années 80, quand la plupart des gens ne savaient même pas que ça existait, encore moins les hommes de mon âge. J'ai 6 propriétés locatives stratégiquement réparties entre Paris, Lyon et Marseille, toutes achetées au bon moment quand les prix n'avaient pas encore flambé. Et j'ai une holding d'entreprises enregistrée à mon nom, Investissement HD SARL, qui brasse plus d'argent en un mois que mes 3 fils n'en ont vu dans toute leur vie additionnée. Vous devez comprendre que j'ai toujours été discret avec l'argent, plus discret qu'un curé avec les péchés d'autrui. Ma Marguerite, que Dieu ait son âme, disait toujours avec sa voix posée, « Henri qui montre ce qu'il a, perd ce qu'il a. Un riche qui a l'air riche finit pauvre, et un pauvre qui fait semblant d'être riche finit endetté. » Alors, quand elle est morte, il y a presque 10 ans, d'un cancer foudroyant un mardi matin pendant qu'elle arrosait les plantes du balcon, j'ai continué à vivre exactement de la même façon que j'avais toujours vécu. Appartement simple dans le 11e arrondissement, 2 pièces cuisine, avec ces vieux carreaux de métro dans la cuisine que je n'ai jamais changés parce qu'ils me rappellent ma mère. Course au Monoprix du coin, où Monsieur Léon me connaît depuis que j'ai emménagé ici et me garde toujours les produits les plus frais quand il sait que je vais passer.
Linge qui sèche sur l'étendoir du balcon, accroché avec ces pinces en bois que j'utilise depuis des décennies, télévision ancienne dans le salon, encore avec ces boutons qu'il faut tourner pour changer de chaîne. Rien qui attire l'attention des voisins ou de qui passe dans la rue. Mais depuis que mon petit-fils, Benjamin Gabriel, est entré à l'école centrale de Lyon, que je paie intégralement chaque mois, sans retard, soit dit en passage, j'ai commencé à remarquer un mouvement très étrange dans la famille. Damien, mon fils du milieu, le plus malin des trois et aussi le plus intéressé, a commencé à venir plus souvent à la maison, beaucoup plus. Chaque semaine, il avait une excuse, qu'il voulait savoir comment j'allais, qu'il avait de la nostalgie, qu'il devait me parler des petits-enfants, toujours accompagné de François, bien sûr, toujours avec ce sourire un peu forcé de ceux qui n'arrivent pas aux yeux, et toujours avec trop de questions sur ma situation financière, comme il disait avec ce ton de qui s'inquiète, mais qui en réalité fouinait. « Papa, vous êtes sûr que vous arrivez à vous organiser avec les comptes ?» il demandait en fouillant dans les papiers de mon bureau, sans demander la permission, feuilletant mes relevés bancaires, comme si c'était à lui. Regardez combien de relevés bancaires vous gardez. Vous ne pensez pas que vous devriez simplifier ces choses? Aujourd'hui, il y a la banque en ligne, c'est beaucoup plus facile. François complétait avec cette mine de fausse inquiétude qui me donnait envie de lui coller une gifle. C'est ça, monsieur Henry, on y pense. Et si vous vous trompiez dans un chiffre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui profitent des personnes âgées. Vous ne voulez pas qu'on vous aide à tout organiser correctement? On pourrait même ouvrir un compte joint, c'est plus sûr. Il faisait ses visites toujours les dimanches. Religieusement, ils arrivaient toujours après le déjeuner, quand j'étais plus somnolent à cause de la nourriture et de la chaleur. Ils buvaient le café que je préparais frais à l'instant, mangeaient le 4/4 que je faisais spécialement pour eux avec la recette que j'ai apprise de ma mère, et restaient là à rôder dans toute la maison comme des vautours autour d'une charogne fraîche. Au début, je confesse que j'ai même été touché. Je me suis dit que c'est bien que mon fils s'inquiète pour moi, qu'il veuille être proche dans ma vieillesse. Après tout, des 3 fils que j'ai élevés, il a toujours été le plus distant, le plus occupé par sa propre vie. Jean, mon aîné, habite à Lyon et m'appelle tous les dimanches pour savoir comment je vais, mais ne vient me voir que 2 fois par an. Théo, le Benjamin, vit à Toulouse avec son mari fonctionnaire et leurs 2 jeunes enfants. Mais au moins, il m'envoie des messages sur WhatsApp chaque semaine et m'appelle le jour de mon anniversaire sans faute. Mais Damien a toujours été différent, toujours le plus ambitieux, celui qui rêvait trop haut et réalisait trop peu. Il s'est marié avec François, pensant qu'il allait être un grand entrepreneur, mais 15 ans plus tard, il essaie encore de faire décoller une affaire qui marche. Il travaille dans une boutique de vêtements au centre commercial des Halles, gagne mal, se plaint toujours d'argent, toujours avec cette tête de celui à qui le monde doit quelque chose. Alors, quand il a commencé à venir plus souvent, j'ai même pensé que l'âge l'avait mûri, qu'il avait peut-être réalisé que la famille, c'est important, qu'on n'a qu'un père. Mais j'ai commencé à remarquer les détails, et un homme qui a vécu 68 ans apprend à remarquer les détails que les autres ne voient pas. Damien fouillait dans les tiroirs quand il pensait que je ne regardais pas. Il ouvrait et fermait les portes des placards comme s'il cherchait quelque chose. François notait des choses dans un petit carnet noir qu'il gardait dans la poche de sa chemise. Et tous les 2 chuchotaient trop entre eux, s'arrêtaient de parler dès que je m'approchais de la cuisine ou du salon, changeant de sujet sans vergogne, comme si j'étais idiot. « Ah, papa, on parlait de Gabriel, comme il grandit. » Il disait quand il me voyait arriver. Ou alors, on commentait le temps, qu'il fait très chaud pour la saison, non, François? Et il acquiesçait avec cette tête de paysage. C'est vrai, monsieur Henry. Beaucoup de chaleur. Vous ne pensez pas à installer une climatisation ici dans le salon? C'est un dimanche après-midi, de ceux où le temps est lourd et humide, avec ces nuages sombres qui se forment dans le ciel et l'air immobile qui donne envie de rester sous le ventilateur, que j'ai entendu la phrase qui a changé ma vie pour toujours. J'étais dans mon fauteuil du salon, faisant semblant de somnoler après le déjeuner dominical, blanquette de veau, riz blanc et haricots verts, que j'avais préparé avec tout mon cœur pour eux. Le ventilateur de plafond tournait lentement,
faisant ce petit bruit qui m'a toujours calmé, et la télévision était allumée sur France 2, mais avec le son bas pour ne déranger personne. Ils étaient dans la cuisine en train de faire la vaisselle du déjeuner, chose qu'ils ne faisaient jamais avant. Ils me laissaient toujours tout, et ils parlaient à voix basse, avec ce ton de conspiration que j'avais déjà remarqué d'autres fois. Mais vous savez comment c'est dans un petit appartement, n'est-ce pas, mes amis? Les murs sont fins, construction ancienne, et un homme qui a vécu 78 ans et élevé 3 fils apprend à écouter même ce qu'il ne devrait pas. Il apprend à percevoir quand quelque chose ne va pas. François, on doit accélérer cette affaire. Damien disait avec cette voix impatiente que je connaissais depuis qu'il était enfant et voulait quelque chose que je ne pouvais pas donner. Il devient trop oublieux. Hier, il m'a demandé 3 fois quel jour on était, et avant-hier, il a oublié le nom de la voisine d'à côté. « Mais c'est bon pour nous, non ?» il répondit. Et j'ai senti un frisson glacé remonter ma colonne vertébrale, de ce qu'on a quand on pressent qu'on va entendre quelque chose de très mauvais. Plus il sera confus, plus ce sera facile de prouver qu'il a besoin d'un tuteur. Ma cousine, qui travaille au tribunal de grande instance, a dit qu'avec 2 certificats médicaux prouvant la démence sénile, on obtient l'interdiction en moins de 3 mois. Exactement. Et écoute François, je suis sûr qu'il a beaucoup plus d'argent qu'il ne le laisse paraître. Hier, quand il est allé aux toilettes, j'ai trouvé un relevé d'un compte du Crédit Lyonnais qui a presque 200 000 € qui traînent. 200 000, François. Et lui qui fait le pauvre. 200 000 €. Putain, Damien, ton père c'est toujours plein d'argent. Il a toujours dit que la retraite était petite. Eh bien, il a toujours fait cette comédie de pauvre. Mais réfléchis bien. L'appartement de Montparnasse est à son nom. La maison de campagne en Normandie aussi est à son nom. Et il y a encore cette Citroën qu'il a vendue l'année dernière à un ami. Et il n'a jamais dit à personne combien c'était. Sans compter que j'ai déjà vu des lettres du fisc arriver ici, et les pauvres ne déclarent pas d'impôts, François. C'est là qu'est venue la phrase qui a transpercé mon cœur comme un couteau émoussé, qui m'a fait me sentir comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Il est trop vieux pour savoir combien d'argent il a, François, la tête n'est plus bonne. On doit accélérer ça avant qu'il ne fasse une bêtise et donne tout à l'église, ou à une de ces associations qui appellent ici pour demander des dons. Et si on obtenait l'interdiction préventive rapidement, François suggéra, et j'ai senti mon âme quitter mon corps comme si j'étais mort là même dans le fauteuil. Ma cousine travaille au tribunal depuis 10 ans. Elle a dit qu'avec un certificat médical de quelques symptômes de démence, surtout si on prouve qu'il dépense de l'argent de façon irresponsable, on peut être son tuteur sans trop de problèmes. Ce serait parfait. Damien acquiesça, et le bruit de l'eau du robinet a étouffé un peu la conversation, mais j'arrivais à entendre chaque mot comme s'il était un poignard entrant dans ma poitrine. Là, on vend l'appartement de Montparnasse, qui doit valoir dans les 800 000 facilement. On organise tout bien dans un placement qui rapporte plus, et il reste encore un bon paquet pour qu'on investisse dans le magasin de ton frère. Cette affaire de magasin de téléphone cartonne, François, et il ne se rendra même pas compte de la différence. Il dit en riant doucement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On le met dans une maison de retraite correcte, de celle qui s'occupe bien des personnes âgées, et on garde la conscience tranquille qu'il est bien traité. Il planifiait toute ma vie, décidait de mon avenir, choisissait où j'allais habiter, comment j'allais vivre, ce qui allait m'arriver, comme si j'étais un meuble ancien qu'il devait jeter pour faire de la place dans la maison. C'est à ce moment exact, assis dans mon fauteuil fleuri, en écoutant mes propres fils comploter contre moi, comme si j'étais un étranger, que quelque chose est mort en moi. Le père qui excusait tout, le grand-père qui disait toujours « Mais non, mon fils, j'ai confiance en toi ». Le petit vieux Benet qui faisait semblant d'oublier les noms juste pour ne pas paraître prétentieux, qui faisait le pitoyable pour recevoir de l'affection. Ce Henri-là est mort ce dimanche pluvieux de mars à 78 ans, et à sa place est né un homme qu'il ne connaissait pas, un qui avait vécu assez longtemps pour savoir que la trahison, c'est la trahison, peu importe si elle vient d'un étranger ou du sang de votre sang. Un qui avait gardé des secrets pendant des décennies et savait exactement comment utiliser chacun d'eux quand l'heure viendrait.
Un qui avait appris dans ses années à la Banque de France que l'information, c'est le pouvoir, et que le pouvoir, bien utilisé, c'est la vengeance. Je suis resté là, dans le fauteuil, les yeux fermés, sentant la pluie commencer à frapper la fenêtre et l'odeur de terre mouillée entrer par la fente de la porte de la cuisine. Ils ont continué à parler de délais, de médecins qui pourraient faire les certificats, de papiers qu'ils devaient se procurer, de sommes qu'ils pourraient obtenir, comme si j'étais un obstacle qui devait être retiré du chemin, un empêchement entre eux et l'argent qu'ils pensaient leur appartenir de droit. Quand ils sont partis cet après-midi-là, après m'avoir donné des petits bisous affectueux sur le front et avoir dit « Pour quoi que ce soit, papa, appelle-nous juste, on accourt », je suis resté debout, au milieu du salon, regardant la maison vide et silencieuse. Le silence pesait comme du plomb fondu. Dehors, la pluie s'était transformée en orage, avec des éclairs et du tonnerre qui faisaient trembler les fenêtres. C'est là que j'ai pris ma décision, la décision qui changerait tout. Ils voulaient penser que j'étais trop vieux pour savoir combien d'argent j'ai. Eh bien, ils allaient découvrir exactement combien je savais, et surtout combien ils ne savaient pas sur qui j'étais vraiment. Parce qu'une chose que j'ai apprise en 78 ans de vie, qui sous-estime un homme âgé, finit généralement très mal. Ces souvenirs font mal, mais guérissent aussi. Si vous aimez les histoires comme ça, mes amis, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, d'accord? On doit garder ses mémoires, parce que parfois, c'est seulement en racontant notre douleur qu'on arrive à la transformer en force. Et cette histoire est encore loin d'être finie. N'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Pour tous, j'étais juste Monsieur Henri, le veuf tranquille de l'appartement 302, celui qui saluait les voisins dans l'ascenseur et avait toujours un bonbon à la menthe dans la poche à offrir aux petits-enfants quand ils venaient de me rendre visite. Le petit vieux inoffensif qui faisait ses courses tôt le matin au Monoprix, toujours avec une petite liste écrite à la main sur une feuille de cahier et qui s'arrêtait pour parler avec le concierge du temps et des nouvelles de l'immeuble. La vérité, c'est que je contrôlais un patrimoine qui ferait baver d'envie beaucoup de gens de classe moyenne supérieure, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Personne n'avait besoin. Laissez-moi mieux expliquer comment toute cette farce a commencé. Quand j'ai pris ma retraite de la Banque de France en 2003, j'avais 57 ans et une retraite intégrale, qui était déjà plus que ce que la plupart des gens gagnent en travaillant. Mais ce que personne de la famille ne savait, c'est que pendant les 35 ans de carrière, je n'ai jamais dépensé même la moitié de ce que je gagnais. J'investissais tout, actions, obligations d'État, immobilier, fonds internationaux. Ma Marguerite pensait que je gardais l'argent sur le livret A, la pauvre. Elle s'occupait de la maison, moi je m'occupais de l'avenir. Quand elle est morte en 2015, j'ai hérité encore d'une petite fortune, la bijouterie qu'elle avait, que j'ai vendue pour un prix que même mes fils n'imaginent pas, l'appartement qu'on avait dans le 16e, que j'ai aussi vendu et personne n'a su la valeur réelle, et il y avait encore les placements qu'elle faisait de son côté dans une banque différente de la mienne. Résultat, à 78 ans, j'avais un patrimoine d'environ 4,2 millions d'euros. 4,2 millions d'euros, mes amis. De quoi acheter une dizaine d'appartements comme le mien dans le 11e, ou un hôtel particulier à Neuilly, ou vivre le reste de ma vie en croisière de luxe, si je voulais. Mais j'ai choisi de vivre comme j'ai toujours vécu, simplement, discrètement, parce que j'ai appris que l'ostentation apporte des problèmes, et les problèmes dans la vieillesse, c'est la dernière chose dont on a besoin. Ma famille pensait que je vivais seulement de ma retraite. Elle pensait que j'étais un retraité ordinaire qui recevait ses 1800 € de retraite et que c'était tout. Quand ils demandèrent de l'argent, je me plaignais toujours « Ah, mon fils, la retraite ne suffit à rien, si ce n'était pas vous qui m'aidiez de temps en temps. » Et ils étaient tous fiers, pensant qu'ils soutenaient leur petit papa. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'aide de personne. Au contraire, c'était moi qui les aidais, mais sans qu'ils le sachent. Les cours d'ingénieur de Gabriel, c'est moi qui paie. Mais je fais semblant que c'est son père, mon gendre Robert. La rénovation de la maison de Théo à Toulouse, c'est moi qui ai envoyé l'argent, mais il pense que c'était un emprunt que son mari a obtenu à la banque. La voiture que Jean a achetée l'année dernière à Lyon,
C'est moi qui ai déposé sur son compte, mais il pense que c'était une promotion spéciale du concessionnaire. J'aimais aider mes fils. Ça me faisait plaisir de les voir réaliser des rêves sans savoir que c'était le Père qui rendait possible. Mais après ce dimanche maudit, après avoir entendu ce que j'ai entendu dans ma propre cuisine, j'ai compris que trop de générosité peut être confondue avec de la faiblesse. Mais il ne savait pas que je soupçonnais déjà quelque chose depuis des mois. Ce n'était pas d'hier que je remarquais des mouvements étranges. Damien a toujours été le plus malin des trois, mais aussi toujours le plus ambitieux. Depuis enfant, il regardait les autres avec envie. Il trouvait toujours qu'il méritait plus que ce qu'il avait. Je me souviens de lui à 15 ans se plaignant parce que le copain était allé à Disneyland Paris et pas lui. À 20 ans pleurant parce qu'il ne pouvait pas faire d'université privée en travaillant. À 30 ans révolté parce qu'il n'arrivait pas à acheter un appartement. J'ai toujours aidé comme j'ai pu, mais ce n'était jamais assez pour lui. Jamais assez. Quand il s'est mis avec François, je savais déjà que ça allait poser problème. Il est apparu dans notre vie comme un ouragan, plein de projets grandioses et peu de substance. Il disait qu'il allait monter une entreprise d'import-export, qu'il allait devenir riche, qu'il allait donner une vie de prince à mon fils. 15 ans plus tard, la seule chose qu'il a réussi, c'est une série d'affaires ratées et une montagne de dettes qu'il cachait à tout le monde. Ces 2 dernières années, les visites sont devenues plus fréquentes et plus suspectes. Ils arrivaient toujours avec ces questions apparemment innocentes. « Papa, vous avez une assurance vie ?» Ou « Vous avez déjà pensé à faire un testament ?» Ou encore « Vous ne pensez pas que vous devriez avoir un compte joint avec moi pour la sécurité ?» Et il y avait les petits détails qu'il pensait que je ne remarquais pas. François fouillant dans le tiroir de ma commode pendant que je préparais le café. Damien photographiant des papiers avec son portable quand il pensait que je ne regardais pas. Tous les deux vérifiant les meubles de la maison comme s'ils étaient des experts, commentant entre eux sur la valeur de la télé, du frigo, même de ma machine à laver. Une fois, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes et je suis resté à écouter derrière la porte. Ils évaluaient combien rapporteraient les électroménagers s'ils étaient vendus. « La télé doit donner dans les 300 €, disait-il. « Le frigo est neuf, on doit pouvoir en tirer 800, répondait l'autre. Comme si j'étais déjà mort et qu'il faisait l'inventaire. C'est là que j'ai commencé à les tester. J'ai commencé à faire de petits théâtres pour voir jusqu'où ils iraient. Je faisais semblant d'oublier où j'avais mis mon portefeuille. Je confondais les dates exprès, je posais la même question 2 fois de suite, et je notais leurs réactions dans un petit carnet que je cachais dans la Bible que ma mère m'avait donné quand je me suis marié. Ils étaient contents quand je montrais des signes de confusion. Contents. Ils échangeaient des regards de bonheur, comme s'ils se disaient « Tu vois, il perd vraiment la tête. » Et ça me faisait plus mal que n'importe quelle offense qu'un étranger aurait pu me faire. Parce qu'une chose, c'est d'attendre de la méchanceté de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Autre chose, c'est de découvrir que celui que vous avez élevé dans vos bras, que vous avez nourri, que vous avez protégé de tous les dangers du monde, espère que vous perdiez la lucidité juste pour pouvoir vous voler. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce n'était même pas ça. La goutte d'eau, c'est quand j'ai découvert qu'il touchait déjà à mon argent avant même d'obtenir cette fameuse interdiction. C'est arrivé un jeudi matin. J'étais allé à la banque résoudre une question simple avec ma carte qui avait la piste magnétique rayée. Le directeur, Monsieur Moreau, qui me connaît depuis plus de 15 ans, m'a appelé dans un coin et m'a dit discrètement « Monsieur Henry, je voulais vous parler de mouvements étranges sur votre compte. » Mon cœur s'est glacé. « Quel type de mouvement, Monsieur Moreau ? Écoutez, vous avez autorisé quelqu'un à faire des virements de votre compte parce qu'il y a des virements ici ces 3 derniers mois qui ont attiré l'attention du système de sécurité. J'ai demandé à voir et j'ai failli m'évanouir là même. 3 virements de 5 000 € chacun. Un en janvier, un en février, un en mars. Tous vers un compte que je ne connaissais pas. Tous faits soi-disant par moi, avec mon code. Vous vous souvenez d'avoir fait ces virements ? Il a demandé inquiet. Je me souvenais, oui, je me souvenais parfaitement. Damien m'avait demandé de l'aide pour une urgence de Gabriel à l'école centrale. Il disait qu'il avait besoin de 5 000 € en prêt pour payer une matière en retard. J'ai donné l'argent, mais il a dit qu'il allait me rembourser le mois suivant. Il n'a jamais remboursé. Et pire,
Il avait fait 2 autres fois la même histoire, toujours avec des excuses différentes. « Monsieur Moreau, j'ai dit, en essayant de garder la voix ferme, j'ai besoin de bloquer tout mouvement sur ce compte qui ne soit pas fait personnellement par moi. Et je veux un relevé complet des 6 derniers mois. » Quand je suis rentré chez moi avec ces papiers en main, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré de colère, de déception, de tristesse. Il n'avait pas seulement prévu de me voler, il me volait déjà. Il était temps d'agir. D'abord, j'ai appelé Claude. Claude Moreau, un ancien stagiaire que j'avais connu à la Banque de France il y a 20 ans et qui aujourd'hui est un des avocats les plus respectés de Paris en droit de la famille. Il m'envoyait toujours des cartes de Noël et d'anniversaire. Il disait toujours que si un jour j'avais besoin de quelque chose, il suffisait d'appeler. « Monsieur Henry, quelle bonne surprise de vous entendre. » Il a dit quand il a décroché le téléphone, « Comment allez-vous? Ça fait si longtemps. » « Claude, mon garçon, j'ai besoin de votre aide professionnelle. C'est une situation délicate qui concerne la famille. Nous avons fixé un rendez-vous dans son cabinet au centre. Quand je suis arrivé là-bas, un mardi matin, j'ai apporté tous les documents que j'avais séparés, relevés bancaires, preuves des virements irréguliers et quelques enregistrements que j'avais faits sur mon portable. Parce que oui, ce petit vieux a appris à utiliser la fonction d'enregistrement du smartphone que Gabriel m'a enseigné à Noël dernier. Claude a tout écouté en silence, ajustant de temps en temps ses lunettes, comme il le faisait toujours quand il était concentré. Quand j'ai fini de raconter, il a soupiré profondément et a dit « Monsieur Henry, vous avez un cas solide d'escroquerie et d'abus de confiance. Et s'ils essaient vraiment de prouver que vous avez la démence pour obtenir une interdiction, ça peut constituer un faux en écriture aussi. Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? D'abord, on va tout documenter. Chaque conversation, chaque tentative de manipulation, chaque mouvement suspect. Deuxièmement, on va faire quelques examens médicaux qui prouvent que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. Et troisièmement, il a souri d'une façon qui m'a rappelé le garçon malin qu'il était il y a 20 ans. On va préparer une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Pendant 3 mois, je me suis transformé en détective de ma propre vie. J'enregistrais les conversations qu'ils avaient avec moi. Je notais chaque question suspecte, chaque regard conspirateur, chaque tentative de me faire paraître confus. J'ai continué à jouer le rôle du petit vieux oublieux, mais maintenant j'avais un but, rassembler des preuves. Et pendant ce temps, Claude s'occupait de la partie légale. Il a fait changer tous mes codes bancaires, installé un système d'enregistrement de sécurité discret dans mon appartement, de ces petits trucs qu'on ne remarque même pas. Et il a commencé à préparer une documentation qui prouvait, sans l'ombre d'un doute, que j'étais plus lucide que beaucoup de jeunes par là. Il y a eu un après-midi où j'ai failli me trahir. Damien est arrivé ici plus tôt que d'habitude, seul, sans François. Il s'est assis à ma table de cuisine et a dit avec cette voix mielleuse « Papa, François et moi, on a parlé et on pense que vous devriez faire un check-up médical complet, juste pour être sûr que tout va bien avec la santé. » « Ah oui ?» j'ai répondu en feignant l'intérêt. « Quel type de check-up ? » « Ah, vous savez, ces trucs de l'âge, cœur, tension et peut-être un neurologue aussi, non ? Pour voir comment va la mémoire. » Neurologue. Il voulait un neurologue pour obtenir le certificat de démence. « Quelle bonne idée, mon fils !» j'ai dit en souriant. « Tu peux prendre rendez-vous pour moi, j'oublie toujours d'appeler les médecins. » Il était si content qu'il a failli sauter de sa chaise. « Bien sûr, papa, laisse-moi m'en occuper. » 2 semaines plus tard, il m'a emmené dans une clinique privée à Neuilly. Le médecin était jeune, de ceux qui regardent à peine le patient et prescrivent déjà le médicament. Il a posé quelques questions basiques, m'a demandé de répéter des mots, de dessiner une horloge, des trucs faciles. Mais quand il a commencé à poser des questions sur des épisodes de confusion et des difficultés de mémoire récentes, j'ai compris que quelqu'un avait déjà préparé le terrain, probablement Damien lui-même avant la consultation. J'ai répondu à tout correctement, mais en jouant le petit vieux peu sûr de lui. « Ah, docteur, parfois j'oublie où j'ai mis mes lunettes, ou il y a des jours où je ne me souviens pas si j'ai déjà pris mon médicament pour la tension. » Il notait tout avec cette mine satisfaite de celui qui connaissait déjà le diagnostic avant de faire l'examen.
Je suis sorti de là avec une ordonnance de vitamines pour la mémoire et une demande de retour dans un mois. Damien était radieux. « Tu vois comme c'était bien, papa? Le docteur va bien s'occuper de vous. » Bien sûr qu'il allait comme il voulait, mais j'avais déjà mon propre médecin, docteur Bernard Sylvestre, gériatre qui me suit depuis 10 ans et qui connaît ma lucidité mieux que moi-même. Une semaine après la consultation de Neuilly, je suis allé le voir dans son cabinet à Montparnasse. « Monsieur Henry », il a dit, après m'avoir examiné complètement et appliqué tous les tests cognitifs possibles. « Vous avez l'esprit plus vif que beaucoup de jeunes de 30 ans qui passent ici. Si quelqu'un remet en question votre capacité mentale, cette personne ou est très ignorante ou a des arrière-pensées. » Il m'a donné un certificat très complet, attestant ma totale capacité mentale et a même suggéré que je cherche une aide légale si quelqu'un essayait de me nuire. 3 mois d'enquête, 3 mois à rassembler des preuves, 3 mois à faire semblant d'être le petit vieux bêta qu'il voulait que je sois. Et puis le moment est arrivé de montrer qui j'étais vraiment. C'est un dimanche de Pâques que j'ai entendu la conversation qui a scellé leur destin pour toujours. J'avais préparé un déjeuner spécial, de ce qu'on fait quand on veut réunir toute la famille. Gigot d'agneau rôti, gratin dauphinois, haricots verts, qui est la spécialité de la maison, et une salade de pommes de terre à la mayonnaise, que j'ai appris à faire avec ma belle-mère il y a 50 ans. La table était mise avec la nappe brodée que je garde pour les occasions spéciales, celle en lin blanc avec des fleurs bleues que ma mère m'avait données en cadeau de mariage. J'avais invité tous les fils, mais seul Damien est venu. Jean n'a pas pu venir de Lyon à cause du travail, et Théo voyageait avec la famille de son mari. Alors on était juste moi, lui, François et Gabriel, mon petit-fils de 22 ans qui était en vacances de l'école centrale. Pendant le déjeuner, tout semblait normal. On a parlé de la vie de Gabriel à l'université, du travail de François, des nouvelles de la famille. J'étais même content, pensant que j'avais peut-être imaginé trop de choses, que peut-être mon fils s'inquiétait vraiment pour moi et que j'étais trop paranoïaque dans ma vieillesse. Après le dessert, une mousse au chocolat qui était délicieuse, Gabriel a dit qu'il allait faire un tour au centre commercial pour retrouver des amis. J'ai commencé à débarrasser, mais Damien a insisté. « Laisse ça, papa. Repose-toi, François et moi, on fait tout. » Je suis allé dans ma chambre faire une sieste, comme je faisais toujours après le déjeuner dominical. J'ai laissé la porte entr'ouverte parce qu'il faisait chaud et le courant d'air qui venait de la fenêtre du salon rafraîchissait la chambre. C'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai entendu quand ils ont fini de faire la vaisselle et sont allés s'asseoir à la table de la cuisine. Au début, ils parlaient tout bas, mais après, la voix est montée. Comme ça arrive toujours quand on pense qu'on est seul. « François, on ne peut plus attendre », Damien disait. Et à la voix, on pouvait sentir qu'il était nerveux. Ça fait 3 mois qu'on est dans cette mascarade et il ne donne aucun signe d'aggravation. Au contraire, aujourd'hui, il était plus vif que jamais. Mais calme-toi, Damien. La précipitation est l'ennemi de la perfection. Il faut tout faire correctement. Correctement, François ? Correctement, ce serait s'il avait vraiment la démence, mais il ne l'a pas. Et si on continue à attendre, il peut découvrir ce qu'on fait. J'ai senti quelque chose mourir et naître en moi en même temps. Est morte l'espoir que j'ai mal compris. Est née une certitude froide, dure comme la pierre. Écoute, François, il a continué, et j'ai entendu le bruit de papier qu'on remuait. Ma cousine du tribunal a dit qu'il y a un moyen plus rapide. Si on arrive à prouver qu'il fait des dépenses irresponsables, ou s'il signe quelques documents qui prouvent la confusion mentale, l'interdiction sort en 15 jours. Quel type de document ? Par exemple, s'il essaie de vendre quelque chose très bon marché, ou s'il fait des donations exagérées, ou s'il signe un contrat bizarre sans bien lire. Damien murmurait pensivement. Et si on donnait un petit coup de pouce à l'univers ? Comment ça ? Écoute cette idée. Et si mon père décidait de donner une grosse somme à une église quelconque, ou s'il essayait de vendre l'appartement de Montparnasse pour un prix ridicule, là on apparaît comme des fils inquiets, empêchant qu'il fasse une bêtise. Damien, c'est quoi ? C'est intelligent, parce que c'est exactement ça, François. On crée la situation qui prouve qu'il a besoin d'un tuteur. Le cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende de la chambre. Ils planifièrent de me tendre un piège, de fabriquer des preuves contre moi.
Et comment on ferait ça? François a demandé. Et à la voix, on sentait qu'il était intéressé par l'idée. Ben, il me fait confiance. Si j'arrive ici et dis que j'ai rencontré un pasteur très sympa qui a besoin d'aide pour construire une église, il va vouloir aider. Tu connais mon père, François? Il est naïf pour ces trucs de religion. Et combien tu penses qu'il donnerait? Si je dis qu'il faut 50. Pour commencer les travaux, il donne, j'en suis sûr. Et quand il signera la donation, on court au tribunal et on dit qu'il donne l'argent de sa retraite à des fous. Oui, 50 000 euros. Il voulait que je donne 50 000 euros à une fausse église juste pour avoir un motif de dire que j'étais fou. Et l'appartement de Montparnasse? François a demandé. Celui-là va être plus difficile, mais j'ai une idée. On le convainc que ce serait bien de vendre vite avant que le marché immobilier s'effondre. Là, j'arrange un acheteur qui offre un prix bas. Il accepte parce qu'il me fait confiance. Et quand il essaie de signer la vente, pour une valeur très en dessous du marché, on allègue qu'il n'a plus de discernement pour administrer le patrimoine. Et qui serait cet acheteur? Ton frère lui-même. Il accepte n'importe quelle affaire. On organise pour qu'il offre 300 000 pour un appartement qui vaut 800. Quand il acceptera, on aura la preuve qu'il ne sait plus ce qu'il fait. 300 000 pour un appartement qui vaut 800. Un demi-million d'euros de différence qu'il voulait me voler. Et après avoir obtenu l'interdiction, François voulait savoir. Là, c'est la belle partie. Damian répondit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. On vend tout au vrai prix. L'appartement de Montparnasse, la maison de campagne, même cet appartement ici. On le met dans une maison de retraite qui ne soit pas trop chère. Dans les 2000 par mois, ça va, et on investit le reste. Combien tu penses que ça va faire au total? D'après mes calculs, dans les 2,5 millions facilement. En retirant les frais de la maison et quelques dépenses pour lui, il reste plus de 2 millions pour qu'on investisse. 2,5 millions. Ils avaient calculé mon patrimoine à 2,5 millions. S'ils savaient que c'était presque le double. Et si les autres frères questionnent? François a demandé. Jean est loin, à Lyon. Il travaille comme un fou. Il ne se rendra même pas compte. Et Théo a toujours été un peu dans les nuages pour ces histoires d'argent. En plus, c'est moi qui serai le tuteur officiel. C'est moi qui déciderai tout. Parfait. Et quand tu penses qu'on peut commencer? La semaine prochaine. Je viens ici mercredi et je commence la conversation sur le pasteur. Si tout se passe bien, d'ici la fin du mois, il a déjà signé la donation. Et l'appartement? Celui-là, je le laisse pour le mois prochain. Il ne faut pas que tout soit trop rapproché, sinon c'est trop évident. Il chronométrait ma ruine. Planifier chaque étape de ma destruction. Tu sais ce qui est le plus drôle? Damien a dit en riant doucement. Il pense qu'il est malin, qu'il s'y connaît en argent, mais au final, il n'est qu'un petit vieux bête qui va signer n'importe quel papier que son fils mettra devant lui. J'ai senti quelque chose mourir en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement l'amour de père qui mourait, c'était l'illusion que le sang de mon sang ne serait pas capable de me trahir ainsi. C'était l'espoir que j'avais élevé un fils avec du caractère. Et s'il décide de consulter quelqu'un avant de signer? François a demandé. Qui il va consulter? Il n'a pas d'amis proches, il ne fait pas confiance aux voisins et les autres fils habitent loin. La seule personne en qui il a confiance, c'est moi. C'était vrai. Ça faisait mal, mais c'était vrai. Après que Marguerite soit morte, je m'étais vraiment renfermé. J'avais quelques amis de l'époque de la banque, mais on se parlait à peine. Les voisins étaient cordiaux, mais pas intimes. Mes fils habitaient loin et je ne voulais pas les déranger. La seule personne en qui j'avais vraiment confiance, c'était Damien, et il le savait et utilisait ça contre moi. Parfait, François a dit. Alors, on commence mercredi avec l'histoire du pasteur. On y va? Et François? Quoi? Cette fois, on ne dit rien à Gabriel, d'accord? Il pourrait avoir pitié de son grand-père et tout gâcher. Bien sûr, secret total. Ils allaient cacher à leur propre fils, à mon propre petit-fils, parce qu'ils savaient que c'était mal. Ils savaient que c'était cruel, mais ils allaient le faire quand même. J'ai entendu le bruit des chaises qu'on traînait et des pas qui allèrent vers le salon. J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir, mais mon cœur battait comme un tambour. « Papa !» Damien m'a appelé doucement de la porte de la chambre. « Vous dormez ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué à faire semblant de somnoler. « C'est bon, papa, on s'en va, reposez-vous !»
J'ai entendu des bisous dans l'air, des pas dans la maison, la porte qui se fermait, le bruit de l'ascenseur, le silence. Je suis resté là, allongé dans le lit, regardant le plafond et sentant un vide dans la poitrine qui faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. C'était comme s'ils avaient arraché un morceau de moi. Mon fils, mon garçon, celui que j'avais bercé dans mes bras quand il pleurait de colique, celui pour qui je me levais au milieu de la nuit pour donner le biberon. Celui que j'avais protégé de tous les dangers du monde complotait contre moi de la façon la plus lâche possible. Et le pire, il avait raison sur une chose, je lui faisais confiance. S'il arrivait ici mercredi avec l'histoire du pasteur, je donnerais probablement l'argent sans hésiter, parce que j'ai toujours cru qu'aider ceux qui en ont besoin, c'est bien, et parce que je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils utiliserait ma bonté contre moi. Je me suis levé du lit et suis allé à la cuisine. J'ai pris un verre d'eau et suis resté là debout, regardant par la fenêtre la cour de l'immeuble où les enfants jouaient. Dimanche de Pâques, jour de résurrection. Quelle ironie! C'est là que j'ai pris ma décision finale. Ils voulaient voir Henri le naïf, ils allèrent le voir encore quelques jours, jusqu'à ce que je sois prêt à montrer qui j'étais vraiment. J'ai pris le téléphone et appelé Claude. C'était dimanche, mais il m'avait donné son portable personnel et dit d'appeler si c'était urgent. Claude, c'est Henri. Désolé d'appeler le dimanche, mais il faut accélérer notre plan. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Henri? J'ai tout raconté, mot pour mot. L'histoire du faux pasteur, le plan de l'appartement, les valeurs qu'ils avaient calculées, les délais qu'ils avaient établis. Quand j'ai fini, Claude est resté un moment silencieux. Puis il a dit « Monsieur Henri, maintenant ce n'est plus seulement de l'escroquerie, c'est une association de malfaiteurs pour commettre une fraude. Et tentative de séquestration aussi, parce qu'ils veulent vous interner contre votre volonté. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand on agira, ils vont être arrêtés. Ce n'est plus seulement un procès civil, c'est du pénal. Arrêtés. Mon fils allait être arrêté. Est-ce que je devais me sentir mal? Est-ce que je devais avoir pitié? Non. Je ne sentais rien. Une personne qui planifie de détruire son propre père pour de l'argent ne mérite pas la pitié, elle mérite la justice. Claude, je veux que vous prépariez tout. Je veux que mercredi, quand il viendra ici avec l'histoire du pasteur, on est tout prêt pour agir. Monsieur Henri, vous êtes sûr? Une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre de nouveau. Les enfants étaient partis. La cour était vide, comme mon cœur. J'en suis absolument sûr. C'est eux qui ont choisi ce chemin. Maintenant, ils vont devoir faire face aux conséquences. Mercredi suivant, quand Damien sonnerait à ma porte avec ce sourire faux et l'histoire du pasteur menteur, il n'allait pas trouver le petit vieux naïf qui l'attendait. Il allait trouver un homme qui avait passé sa vie entière à traiter avec des chiffres, des contrats et des gens malhonnêtes. Il allait trouver quelqu'un qui savait exactement comment les criminels pensaient. Parce que j'avais travaillé 35 ans à enquêter sur les fraudes bancaires, et maintenant, j'allais utiliser toute cette expérience contre mon propre fils. L'ironie était presque poétique. J'ai commencé à tout organiser avec des yeux d'enquêteur, le lundi suivant le dimanche de Pâques. 40 ans à travailler avec l'analyse de fraude à la Banque de France n'avaient pas été en vain. Je savais exactement quoi chercher, comment documenter, comment construire un cas solide. La première chose que j'ai faite, c'est organiser toutes les preuves que j'avais déjà. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café bien fort et j'ai tout séparé par catégorie. Documents bancaires, enregistrements audio, notes des conversations suspectes et les nouvelles informations que j'avais découvertes dimanche. J'ai pris un nouveau cahier, de ceux à couverture dure que j'achète à la papeterie du coin, et j'ai commencé à faire une chronologie détaillée. Depuis quand les visites suspectes avaient commencé, en passant par les virements bancaires irréguliers jusqu'à arriver au plan spécifique qu'ils avaient élaboré. Janvier, premier virement de 5 000 avec l'excuse de Gabriel. Février, deuxième virement, même somme, excuse de l'urgence médicale. Mars, troisième virement, histoire du retard de l'école centrale. Avril, découverte du plan complet, faux pasteur et vente de l'appartement. 4 mois de préparation de leur part. Maintenant, c'était mon tour. J'ai appelé Claude
et fixer une réunion urgente pour le lendemain. Il fallait que je comprenne exactement quel crime il commettait et comment la justice pouvait agir. Monsieur Henry, il m'a expliqué quand on est arrivé dans son cabinet. D'après ce que vous m'avez raconté, ils commettent au moins 5 crimes différents. Escroquerie pour les virements déjà réalisés. Faux en écriture, par la tentative de fabriquer des preuves de démence. Tentative d'extorsion par le plan de forcer des ventes en dessous du prix. Association de malfaiteurs parce qu'ils agissent ensemble. Et tentative de séquestration par l'intention de vous interner contre votre volonté. Et qu'est-ce que ça signifie en termes de peine? S'ils sont condamnés, ils peuvent prendre de 2 à 8 ans de prison, selon la façon dont le juge interprète la gravité. En plus, ils devront rembourser tout l'argent déjà retiré avec intérêt et correction. 2 à 8 ans. Mon fils pourrait passer jusqu'à 8 ans en prison. Est-ce que je devais me sentir mal? Est-ce que je devais reconsidérer? Non. Une personne capable de planifier la destruction de son propre père doit apprendre que les actions ont des conséquences. Claude, je veux que vous prépariez toute la documentation légale. Je veux qu'au moment où il viendra ici, mercredi, on est tout prêt pour agir immédiatement. Vous êtes sûr que vous voulez le prendre en flagrant délit? Parce qu'on peut simplement dénoncer basé sur ce qu'on sait déjà. Non, je veux qu'il se livre complètement. Je veux qu'il aille jusqu'au bout du plan, qu'il montre exactement qui il est. Comme ça, il ne pourra pas nier ou inventer d'excuses. Pendant 2 jours, je me suis préparé comme un acteur se préparant pour le rôle le plus important de sa vie. J'ai répété devant le miroir comment faire une tête de confus, comment paraître vulnérable, comment faire semblant d'être convaincu. J'ai découvert que mon fils avait raison sur une chose. J'étais trop bon pour faire confiance aux gens, mais il ne savait pas que ça ne me rendait pas stupide, ça me rendait stratégique. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai pris une longue douche, me suis habillé avec soin, cette petite tenue de papy qu'il s'attendait à voir, chemise simple, pantalon de gabardine, chaussures basses, et j'ai préparé un café renforcé. J'allais avoir besoin d'énergie pour cette journée. À 9h30, Claude est arrivé dans l'immeuble et est monté. On avait déjà tout combiné. Il allait rester caché dans la chambre d'amis avec un enregistreur professionnel, en plus des caméras discrètes qu'on avait déjà installées dans le salon et la cuisine. Tout légal, tout documenté, tout ce qu'il fallait pour que les enregistrements puissent être utilisés comme preuve. « Monsieur Henry, » il m'a dit avant de se cacher. « Souvenez-vous, laissez-le tout dire. Plus il donnera de détails, plus il se compromettra. Et ne signez rien aujourd'hui. Dites que vous voulez réfléchir, que vous déciderez demain. Vous pouvez compter sur moi. Je sais comment traiter avec les gens malhonnêtes. » À 10h15, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et il était là, Damien, mon fils, avec ce sourire que je connaissais depuis qu'il était enfant. Ce sourire qu'il faisait quand il voulait quelque chose. « Salut papa, comment vous allez ?»« Bien, mon fils, quelle bonne surprise. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. » « Ah, je passais dans le coin et j'ai décidé de faire un saut. Je peux entrer ?»« Bien sûr, entre, fiston. Tu veux un petit café ?» On est allé à la cuisine. Il s'est assis sur la même chaise où il avait planifié ma ruine 3 jours avant. J'ai servi le café et me suis assis en face de lui, faisant ma meilleure tête de papy innocent. « Papa, je voulais vous parler d'une chose très spéciale. »« Quelle chose, mon fils ? Vous vous souvenez que dimanche, j'ai parlé d'amis à nous qui fréquentent une nouvelle église ? Mensonge. Il n'avait rien dit de ça dimanche, mais j'ai fait semblant de me souvenir. Ah oui, je crois me souvenir vaguement. Eh bien, hier j'ai rencontré la femme du pasteur de cette église, et elle m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché le cœur. Voilà, je pensais. La comédie commençait. Quelle histoire, fiston! Ils essaient de construire une nouvelle église dans un quartier très pauvre de la banlieue. Un endroit où les enfants n'ont nulle part où jouer, où les jeunes restent dans la rue sans rien faire. Et vous savez comment c'est, non papa? L'église, c'est un lieu qui apporte l'espoir à la communauté. Il parlait avec tant de conviction qu'il semblait presque croire à son propre mensonge. Que c'est beau, fiston! Et comment ils vont réussir à construire? Alors papa, c'est là qu'entre la partie qui m'a ému. Ils dépendent de la générosité de personnes de bon cœur pour obtenir le terrain et commencer les travaux. Et j'ai pensé, vous avez toujours été une personne très religieuse. Vous nous avez toujours enseigné à aider ceux qui en ont besoin. C'est vrai, mon fils.
Votre mère disait toujours que celui qui peut aider doit aider. Exactement. Et j'ai pensé que peut-être vous aimeriez connaître ce projet. J'ai même apporté des papiers ici qui montrent comment va être l'église. Il a sorti de son sac une chemise avec quelques papiers, des dessins ratés d'une église, quelques photos qu'il avait probablement prises sur Internet et un document qui semblait officiel, mais que je savais être faux. Regarde comme c'est beau, papa. Il va y avoir l'école du dimanche pour les enfants, groupe de jeunes, même une crèche pour les mères qui travaillent. J'ai regardé les papiers en faisant une tête impressionnée. Mince alors, fiston, quel beau projet vraiment. Et combien ils ont besoin pour commencer? Alors, papa, ils ont calculé que pour acheter le terrain et faire les fondations, ils ont besoin de 50 000 euros. 50 000, exactement la valeur qu'il avait mentionnée dimanche. 50 000 euros. J'ai fait semblant de réfléchir. C'est une grosse somme, non, fiston? C'est vrai, papa, mais pensez bien, 50 000 euros peuvent changer la vie de centaines de familles. Et vous avez les moyens d'aider, non? Je sais que vous avez quelques économies de côté. Il sondait, voulant savoir exactement combien j'avais. Ah, fiston, j'ai quelques sous, oui, de la retraite que je mets de côté. Mais 50 000, c'est beaucoup d'argent. Papa, je sais que c'est beaucoup, mais pensez à la récompense spirituelle. Et en plus, vous pouvez déduire des impôts, vous saviez? Les dons aux églises sont déductibles. Encore un mensonge. Les dons aux églises sont déductibles, mais pas à cette valeur et pas de la façon qu'il suggérait. C'est vrai, fiston, que c'est bien. Votre mère se plaignait toujours des impôts. Eh bien, alors vous économisez même quelques impôts et vous faites encore une œuvre de charité. C'est du bénéfice double. Il utilisait tous les arguments qu'il pensait fonctionner avec moi. Religion, économie, mémoire de l'épouse. Si je ne connaissais pas la vérité, je serais probablement tombé dans le panneau. Et comment je ferais ce don, fiston? Ah, c'est très simple, papa. Vous n'avez qu'à signer ce document ici, autorisant le virement, et moi je l'apporte à la banque pour vous. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous. Bien sûr, il allait l'apporter à la banque, probablement directement sur son compte ou celui de François. J'ai pris le document et fait semblant de lire avec difficulté. C'était un papier mal fait, plein de fautes de français, qui autorisait un virement de 50 000 euros pour une église Sainte-Famille de banlieue, que j'étais sûr qui n'existait pas. Fiston, ce papier est un peu compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de mots difficiles. Ah, papa, c'est juste le langage bancaire. L'important, c'est ici. Tenez, il a montré la ligne où je devais signer. Vous signez ici, et c'est tout. Je m'occupe de tout. Et si je change d'avis après? Papa, pourquoi vous changeriez d'avis? C'est une œuvre de Dieu. Mais si vous voulez, on peut parler avec le pasteur avant. D'ailleurs, il a même dit qu'il aimerait vous connaître personnellement pour vous remercier. Je suis sûr qu'il aimerait. Le pasteur était probablement François lui-même ou un ami à eux. Quel honneur, fiston, un pasteur qui veut me connaître. Eh bien, vous êtes très spécial, papa. Une personne de bien, au grand cœur. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à vous quand j'ai su ce projet. Il me faisait de la lèche, d'une façon qui était écœurante, mais j'ai continué à jouer la comédie. Ah, fiston, vous m'émotionnez en parlant comme ça. Laissez-moi voir. 50 000 euros. Vous avez cette somme, papa. Maintenant, il voulait confirmer. Il voulait être sûr que j'avais l'argent avant de continuer. J'ai oui, fiston. J'ai même plus. Votre mère m'a toujours enseigné à mettre de l'argent de côté pour les urgences. Et si c'est pour aider Dieu... Ses yeux ont brillé quand j'ai dit « j'ai même plus ». J'ai réussi à voir le moment exact où il a calculé qu'il pouvait demander plus d'argent dans de futures urgences. Que c'est merveilleux, papa. Vous êtes vraiment un ange. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous signez aujourd'hui? Ah, fiston, c'est une décision importante. Laissez-moi réfléchir jusqu'à demain. Je veux dormir là-dessus. Vous savez comment c'est, non? J'ai vu l'irritation passer rapidement sur son visage avant que revienne le sourire faux. Bien sûr, papa. Vous avez raison. C'est bien de bien réfléchir, mais ne traînez pas trop, d'accord? Parce qu'ils doivent acheter le terrain vite. Sinon, il peut y avoir un autre intéressé. La précipitation. Toujours la précipitation. Caractéristique classique d'escroc. Je comprends, fiston. Alors, demain matin, je donne la réponse finale. Ça peut aller?
Parfait, je viens ici vers 10 heures. Ça va? C'est parfait. Et fiston? Quoi, papa? Merci de penser à moi pour cette si belle œuvre. Vous êtes un fils très spécial. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu quelque chose sur son visage qui aurait pu être du remords. Mais c'est passé vite. Mais non, papa, vous méritez tout le bonheur du monde. Après qu'il soit parti, je suis resté assis dans la cuisine quelques minutes, regardant le document faux qu'il avait laissé sur la table. Claude est sorti de la chambre et s'est assis en face de moi. « Monsieur Henry, vous avez été parfait. On a tout enregistré. Il s'est livré complètement. Et maintenant on prépare la surprise de demain. Quand il reviendra, il ne trouvera pas le petit vieux naïf qui l'attendait. Pendant 6 mois, j'avais rassemblé des preuves. Mais c'est ces 3 derniers jours qui ont tout défini. 3 jours à découvrir exactement jusqu'où mon propre fils était capable d'aller pour me voler. Il n'imaginait pas que j'étais propriétaire de presque tout ce qu'il voulait. Il n'imaginait pas que j'avais des documents, des enregistrements, des preuves. Il n'imaginait pas que le petit vieux naïf avait passé 35 ans à enquêter sur des gens exactement comme eux. Je dis, quand Damien reviendrait chercher ma signature sur le document faux, il allait découvrir qu'il avait largement sous-estimé son propre père. Et François aussi allait découvrir que s'attaquer à un économiste retraité de la Banque de France est presque aussi dangereux que d'embêter un lion avec un bâton court. Pendant 6 mois, ils ont préparé ma ruine. Maintenant, j'avais une nuit pour préparer la leur et je savais exactement comment faire. Le jour que j'avais planifié pendant des mois est arrivé, le jour où mon fils découvrirait qui son père était vraiment. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, plus éveillé que n'importe quel jeune de 20 ans. J'ai pris une douche soignée, me suis habillé avec attention. Plus la petite tenue de papy bonnet, mais une chemise sociale bleu marine et un pantalon bien coupé, de ceux que je portais aux réunions importantes de la Banque de France. J'ai coiffé mes cheveux avec de la brillantine et mis les lunettes de vue que j'utilise pour lire les documents importants. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un homme différent. Ce n'était plus monsieur Henry soumis et fragile. C'était docteur Henry Dubois, économiste, ex-directeur de la Banque de France, enquêteur de fraude financière. À 8 heures, Claude est arrivé accompagné de 2 enquêteurs de la police judiciaire qu'il avait contactés la veille. Ils se sont présentés comme commissaire Rodrigue Moreau et greffier Charles Albertini, hommes sérieux, d'âge mûr, qui m'ont traité avec le respect que je méritais. « Monsieur Henry », a dit le commissaire, « Maître Claude nous a expliqué toute la situation. Vous avez un dossier très solide. On va attendre caché et au moment où votre fils essaiera de consommer la fraude, on procédera à l'arrestation. Vous êtes sûr que les preuves sont suffisantes ? J'ai demandé. Les preuves surabondent, monsieur. On a les enregistrements, les documents falsifiés, l'historique des virements irréguliers, et aujourd'hui, on va avoir le flagrant délit. C'est un dossier parfait. À 9h30, on a positionné tout le monde aux endroits convenus. Le commissaire et le greffier sont restés dans la chambre d'amis avec la porte entr'ouverte. Claude est resté dans la cuisine, hors du champ de vision du salon. Je me suis assis dans le fauteuil du salon avec tous les documents organisés dans une chemise à côté de moi. À 10h pile, la sonnette a retenti. J'ai respiré profondément et suis allé ouvrir la porte. Il était là, Damien, souriant, comme si c'était le jour le plus heureux de sa vie. À côté, François, qu'il n'avait pas prévenu qu'il viendrait aussi. « Bonjour, papa. J'ai amené François, parce qu'il veut aussi mieux connaître ce projet de l'Église. » « Bonjour, monsieur Henry. » François a dit avec ce sourire faux qui m'a toujours irrité. « Damien m'a parlé de votre générosité. Vous êtes un exemple pour nous tous. »« Entrez, » j'ai dit, sans exprimer d'émotion. Ils se sont assis sur le canapé, côte à côte, comme 2 complices, attendant de conclure une affaire. « Alors, papa, vous avez réfléchi à notre conversation d'hier ? » « J'ai beaucoup réfléchi, fiston, toute la nuit en fait. » « Et quelle a été votre décision ?» J'ai pris la chemise qui était à côté de moi et l'ai posée sur mes genoux, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Avant de répondre, je veux poser quelques questions. « Bien sûr, papa, demandez ce que vous voulez. » Première question, vous pensez vraiment que je suis idiot ? Ils se sont regardés, visiblement sans comprendre où je voulais en venir. « Comment ça, papa ? Bien sûr que non. » Deuxième question.
Vous pensez que 78 ans d'âge signifie 78 ans de bêtises? Papa, je ne comprends pas. Troisième question. Vous pensiez vraiment qu'un homme qui a travaillé 35 ans à enquêter sur les fraudes bancaires ne saurait pas reconnaître quand il est victime d'une arnaque? Le silence qui s'est fait dans le salon était assourdissant. J'ai vu le moment exact où ils ont compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Papa, Damien a commencé, mais je l'ai interrompu. Arrêtez de m'appeler papa. Les pères sont trahis par des étrangers, pas par leurs fils. J'ai ouvert la chemise et sorti le premier document. Relevé bancaire montrant 3 virements irréguliers de 5 000 € chacun, tous faits sur la base de mensonges sur les urgences de Gabriel. J'ai posé le papier sur la table basse, juste devant eux. François, vous saviez que falsifier une urgence familiale pour obtenir de l'argent, ça s'appelle escroquerie. J'ai pris le deuxième document. Enregistrement de la conversation de dimanche de Pâques, quand vous avez planifié l'histoire du faux pasteur et la vente forcée de l'appartement de Montparnasse. François était pâle. Damien essayait de garder son calme, mais je voyais le désespoir dans ses yeux. Troisième document, le papier faux que tu as apporté hier, Damien, autorisant un don à une église qui n'existe pas. Papa, je peux expliquer. Arrêtez! J'ai crié et ma voix a résonné dans tout le salon. Il n'y a pas d'explication pour ça. Vous avez passé 6 mois à planifier ma destruction. Je me suis levé du fauteuil et me suis planté devant eux. Pour la première fois en décennies, j'utilisais ma vraie personnalité. Ferme, déterminée, inflexible. Vous vouliez savoir combien d'argent j'ai? Je vais vous le dire. 4,2 millions d'euros, François. Presque le double de ce que vous avez calculé. Ses yeux se sont écarquillés. Vous pensez que j'ai vécu 78 ans pour être volé par mes propres fils? Vous pensez que je ne savais pas que vous m'étudiez comme on étudie les victimes d'arnaque? Damien a commencé à pleurer. Larmes fausses. Je le savais. Papa, c'était juste une idée folle. On n'aurait jamais fait ça pour de vrai. Jamais fait. Damien, vous avez déjà fait. 15 000 € sont déjà sortis de mon compte sur la base de vos mensonges. J'ai pris un autre document de la chemise. Certificat médical attestant que je suis en parfait état mental. Signé par le docteur Bernard Sylvestre, gériatre qui me suit depuis 10 ans. J'ai montré le papier. Pendant que vous couriez après des médecins malhonnêtes pour obtenir un faux certificat de démence, j'ai obtenu un certificat vrai prouvant ma totale lucidité. François a essayé de se lever, mais j'ai fait un geste pour qu'il se rasseye. Restez tranquille, je n'ai pas encore fini. J'ai pris le dernier document de la chemise. Acte de naissance de l'église Sainte-Famille de banlieue. Vous savez ce que j'ai découvert? Cette église n'existe pas, n'a jamais existé. Vous avez falsifié jusqu'au nom de l'institution religieuse. Monsieur Henry, François a essayé de parler. Maintenant, c'est docteur Henry pour vous. Je ne suis pas le petit vieux benet que vous pensiez. Je suis retourné au fauteuil et me suis assis avec la posture droite de celui qui contrôle totalement la situation. Maintenant, je vais expliquer ce qui va se passer. Vous êtes accusé de 5 crimes différents. Escroquerie, faux en écriture, tentative d'extorsion, association de malfaiteurs et tentative de séquestration. C'est de la folie. Damien a crié. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas seulement, j'ai déjà fait. C'est à ce moment-là que j'ai donné le signal convenu. J'ai frappé dans mes mains 3 fois. Le commissaire et le greffier sont sortis de la chambre. Claude est apparu de la cuisine. Commissaire Rodrigue Moreau, police judiciaire. Il s'est présenté montrant sa carte. Damien Dubois et François Silva, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, faux en écriture et association de malfaiteurs. L'expression sur leur visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Choc absolu. Ils n'arrivaient simplement pas à comprendre ce qui se passait. « C'est une erreur !» François a crié en se levant. « On n'a rien fait. On a tout enregistré, monsieur, » a dit le greffier menotte en main, y compris la tentative d'aujourd'hui. « Papa, pour l'amour de Dieu !» Damien a supplié, se jetant à genoux par terre. « Je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me faire ça. » J'ai regardé vers lui, agenouillé par terre dans mon salon, et je n'ai rien ressenti. Aucune pitié, aucun remords.
Un fils qui planifie d'interner son propre père pour voler son argent n'est pas un fils, c'est un criminel. Docteur Henry, le commissaire s'est adressé à moi respectueusement. Vous aimeriez accompagner l'arrestation au commissariat ou vous préférez rester chez vous? On aura besoin de votre déposition, mais ça peut être après. Je vais au commissariat. Je veux suivre chaque étape de cette procédure. Pendant qu'il mettait les menottes, Damien essayait encore de me sensibiliser. Papa, pensez à Gabriel, il va se retrouver sans ses parents. Gabriel ira bien. Je vais continuer à payer sa fac, comme j'ai toujours fait. La différence, c'est que maintenant, il saura qui paie vraiment. Et vos autres enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que leur père n'est pas idiot. Quand ils ont été emmenés, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai respiré profondément. Claude s'est approché. Monsieur Henry, comment vous vous sentez? Soulagé. Pour la première fois depuis des mois, je me sens en sécurité dans ma propre maison. Finalement, ils ont compris que je n'étais pas le pauvre type qu'ils imaginaient. Ils ont compris qu'un homme de 78 ans peut être beaucoup plus dangereux que n'importe quel jeune inexpérimenté. Au commissariat, j'ai fait une déposition détaillée, livré toutes les preuves, répondu à toutes les questions, signé tous les documents nécessaires. Le commissaire m'a dit que le dossier était si bien documenté qu'ils allaient probablement avouer pour obtenir un accord de plaidé coupable. Docteur Henry, en 20 ans de police, j'ai rarement vu une victime si bien préparée. Vous avez fait tout le travail d'enquête tout seul. Commissaire, j'ai passé 35 ans à enquêter sur les criminels financiers. La seule différence, c'est que cette fois, ils dormaient sous mon toit. Quand je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, j'ai appelé Jean et Théo. Je leur ai tout raconté. Ils ont été choqués, mais m'ont complètement soutenu. « Papa, » a dit Jean, « vous avez fait ce qu'il fallait faire. Personne n'a le droit de vous faire ça. » Théo pleurait au téléphone. « Je n'aurais jamais imaginé que Damien soit capable. Mais vous avez raison, crime c'est crime même dans la famille. » 2 semaines plus tard, ils ont accepté un accord de plaidé coupable, ont tout avoué en échange d'une peine plus légère. 3 ans de prison en régime semi-ouvert, plus l'obligation de rembourser tout l'argent volé avec intérêt de 12% par an. Je n'aurais jamais pensé que je raconterais ça un jour, mais qui sait si quelqu'un se sent seul en écoutant. Parce que c'est important que d'autres personnes âgées sachent, on n'est pas obligé d'accepter d'être victime de notre propre famille. La justice a été rendue, et j'ai appris qu'à 78 ans, il était encore temps de me découvrir plus fort que je l'imaginais. Aujourd'hui, 8 mois après ce jour qui a tout changé, je vis en paix pour la première fois depuis des années. Ma routine est redevenue simple, mais maintenant elle a un goût différent. Je me réveille tôt, je prends mon café noir et fort à la table de la cuisine, je lis Le Figaro sans me presser et je ressens quelque chose que j'avais oublié. La sécurité. La sécurité de celui qui n'est pas observé, étudié, manipulé par des personnes qui devraient me protéger. L'appartement continue pareil. Meubles anciens, carreaux de métro de la cuisine qui me rappellent ma mère, plantes à la fenêtre que Marguerite avait plantées il y a des décennies, mais la sensation est complètement différente. Avant, ces murs gardaient conspiration et mensonges. Maintenant, ils ne gardent que de bons souvenirs et la tranquillité d'un homme qui a découvert sa propre force. Je ne regrette pas d'avoir envoyé mon fils en prison, pas du tout. Je sais que ça peut paraître dur venant d'un père, mais une chose que j'ai apprise en 78 ans, c'est que l'amour de père ne signifie pas accepter n'importe quoi. L'amour véritable, c'est aussi enseigner que les actions ont des conséquences. Et si j'avais encore fermé les yeux, il n'aurait jamais appris. Damien purge sa peine en régime semi-ouvert, travaille dans une confection pendant la journée et dort en prison. François a trouvé un emploi dans un magasin de pièces auto. Ils paient religieusement les versements de restitution de l'argent qu'ils m'ont volé. Tous les mois, 892,50 € entrent sur mon compte. La valeur exacte de la division des 15 000 € volés, plus intérêts et corrections en 24 versements. Je ne sais pas s'ils me détestent, je ne sais pas s'ils me pardonneront un jour, et j'ai découvert que ça m'est égal. Gabriel, mon petit-fils, est venu me voir 2 semaines après l'arrestation des parents. Il est arrivé ici nerveux, sans savoir quoi dire, portant le poids de découvrir que ses parents étaient des criminels, et que le grand-père Benet était en réalité un homme plus intelligent et courageux qu'il l'imaginait. « Papy,
il a dit, assis sur le canapé du salon où tout s'est passé. Je ne savais rien, je jure que je ne savais rien. Je sais, mon cœur, tu es comme votre grand-mère, Marguerite, cœur trop bon pour imaginer de la méchanceté chez les autres. Mais comment vous avez supporté si longtemps de faire semblant que vous ne saviez rien? Gabriel, quand tu arriveras à mon âge, tu comprendras qu'on apprend à garder la douleur longtemps, si c'est nécessaire, et à utiliser cette douleur pour faire justice au bon moment. Il a pleuré ce jour-là. Il a pleuré pour la famille qu'il a découvert ne pas connaître, pour les parents qui l'ont déçu, pour le grand-père qu'il avait sous-estimé toute sa vie. Mais aussi, il a pleuré de soulagement parce qu'il a découvert qu'il n'aurait pas besoin d'arrêter l'école centrale. Papy, qui va payer ma fac maintenant? Celui qui a toujours payé mon enfant. Moi. La différence, c'est que maintenant tu le sais. Aujourd'hui, Gabriel vient me voir tous les dimanches. Pas par obligation, mais parce qu'il veut. On joue aux cartes, on parle de la vie, des études, de ses projets d'avenir. Il me raconte ses copines, ses amis, les matières de l'école centrale, et j'écoute tout le cœur plein parce que j'ai découvert que c'est beaucoup mieux d'avoir un petit-fils qui m'aime vraiment que des fils qui m'aiment seulement pour l'argent. Jean est venu de Lyon me voir le mois dernier. Il est resté une semaine ici, à la maison, à dormir dans la chambre qui était à Damiens, quand il était enfant. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé, de comment il n'avait pas perçu les signaux, de comment il se sentait coupable d'habiter loin. « Papa », il m'a dit un soir quand on regardait les informations après le dîner, « j'aurais dû m'en rendre compte, j'aurais dû venir plus souvent, faire plus attention. Jean, fiston, tu as ta vie, ton travail, tes responsabilités. Ce n'était pas ton obligation de me protéger de ton propre frère. Mais quand même rien. Tu as toujours été un bon fils. Tu travailles honnêtement. Tu ne m'as jamais rien demandé que je ne puisse donner. Tu m'appelles tous les dimanches religieusement. La différence entre toi et lui, ce n'est pas la distance, c'est le caractère. Théo aussi est venu de Toulouse avec son mari et leurs 2 jeunes enfants. Les enfants ont rempli la maison de vie, de rire, de bons bruits. Ils ont joué avec les plantes du balcon, ont fait des dessins sur la table de la cuisine, m'ont demandé de raconter des histoires de quand leur père était petit. « Papa », Théo m'a dit quand on était seul dans la cuisine à préparer le déjeuner. « J'arrive encore pas à croire que Damien ait fait ça. C'était mon frère aîné, mon exemple. Fiston, parfois les gens qu'on aime nous déçoivent, mais ça ne veut pas dire que tout l'amour a été perdu. Ça veut dire qu'on aimait une version d'eux qui n'était pas réelle. Vous ne regrettez pas sa présence ?» J'ai arrêté d'éplucher les pommes de terre et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, vers la cour où mes arrière-petits-enfants jouaient. Je regrette le fils que je pensais qu'il était, mais ce fils, j'ai découvert, n'a jamais vraiment existé. Si vous passez par une situation pareille, mes amis, si vous avez de la famille qui vous presse, qui vous fait vous sentir incapable, qui vous traite comme si vous étiez un poids, je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Peu importe si c'est un fils, si c'est un petit-fils, si c'est qui que ce soit, le respect, ça se gagne, ça ne s'hérite pas par parenté. Et si quelqu'un essaie de vous convaincre que vous n'avez plus la capacité de vous occuper de votre propre vie, méfiez-vous. Méfiez-vous beaucoup. Cherchez de l'aide. Parlez avec un avocat, avec un ami de confiance, avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans votre argent. Documentez tout, enregistrez les conversations, gardez les papiers, notez les dates, parce qu'au moment où la situation explosera, et elle va exploser, vous aurez besoin de preuves. Et n'ayez pas peur d'agir. Je sais que c'est difficile d'aller contre la famille. Je sais que ça fait mal de découvrir que celui qu'on aime ne nous aime pas de la même façon, mais c'est mieux la douleur de la vérité que le mensonge de la fausse affection. Parce que j'ai appris que la vraie famille ne se mesure pas au sang, elle se mesure à la loyauté, au respect, à l'amour véritable. Et l'amour véritable ne planifie pas votre destruction pour de l'argent. Mon patrimoine aujourd'hui est plus grand que jamais. Pas seulement parce que je continue à bien investir, mais parce que je n'ai plus personne qui me vole. Les propriétés continuent louées, rapportant bien. La holding continue de prospérer et je continue à vivre de la même façon simple que toujours, parce que j'ai appris que le bonheur n'a pas de prix, mais la dignité ne se vend pas. J'ai encore changé mon testament. Maintenant,
60% de mes biens vont à Gabriel, qui a prouvé avoir du caractère. 20% à Jean, qui a toujours été correct avec moi. 20% à Théo, qui a toujours été affectueux et sincère. Et 0% pour celui qui a essayé de me détruire. Damien peut trouver ça injuste, peut se plaindre que c'est de la discrimination. Mais la justice, ce n'est pas donner des parts égales à tout le monde. La justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite par ses propres actes. J'ai aussi créé un fonds de protection des personnes âgées victimes de violences familiales. La moitié de ma retraite va dans ce fonds tous les mois. Je veux que d'autres petits vieux et petites vieilles aient accès à l'aide légale que j'ai eue, parce que malheureusement, mon cas n'est pas unique. Ça arrive plus qu'on l'imagine. Une fois par semaine, je vais dans une maison de retraite ici près, et je parle avec les résidents qui ont été abandonnés par leur famille. Beaucoup ont des histoires pareilles à la mienne. Des enfants qui n'apparaissaient que quand ils avaient besoin d'argent. Des petits-enfants qui ne visitaient que quand ils voulaient quelque chose. Des familles qui ont perdu patience avec le processus naturel de vieillissement. Ils m'écoutent raconter mon histoire et ressortent de là un peu plus fort parce qu'ils se rendent compte que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse et qu'on peut réagir quand on essaie de nous exploiter. Monsieur Henry, m'a dit un monsieur de 82 ans la semaine dernière. Votre histoire m'a donné le courage de dénoncer mon fils qui détourne ma retraite. Et ça me fait sentir que toute la douleur en valait la peine. Plus jamais personne ne me sous-estimera à cause de mon âge. Plus jamais je ne ferai semblant d'être plus fragile que je ne suis, juste pour faire plaisir à ceux qui attendent ça de moi. J'ai appris que la force n'a pas de date d'expiration et que l'intelligence ne fait qu'augmenter avec l'expérience. J'ai 78 ans et je me sens plus puissant qu'à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, je construisais ma vie. À 78 ans, je sais exactement qui je suis et de quoi je suis capable. Et si un autre petit malin apparaît pensant qu'il peut me rouler, il va découvrir que s'attaquer à un homme âgé expérimenté, c'est comme embêter un serpent dans son trou. Il va prendre une morsure qu'il n'oubliera pas de sitôt. Parce que j'ai appris que la force ne vient pas de l'âge qu'on a, elle vient du courage de ne pas accepter d'être diminué par personne. Voilà mon histoire. Une histoire de trahison, mais aussi de justice, de douleur, mais aussi de découverte, de perte, mais aussi de libération. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté parce que parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui comprenne qu'on n'est pas victime par choix, mais qu'on peut choisir d'arrêter de l'être. Maintenant, je vais faire mon café de l'après-midi et arroser les plantes du balcon. Parce que la vie continue et elle devient beaucoup plus légère quand on se débarrasse de ceux qui ne valent rien. Une bise au cœur de ceux qui m'ont écouté. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour découvrir qu'on est plus fort qu'on l'imaginait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy, de laisser votre like si cette histoire vous a touché et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien est très important pour moi et m'aide à continuer à partager ces histoires qui peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires. Parce que parfois, mes amis, c'est en racontant nos expériences les plus difficiles qu'on aide quelqu'un d'autre à trouver la force de faire face à ses propres défis. Et si mon histoire peut éviter qu'une seule personne âgée soit victime d'exploitation familiale, alors toute cette douleur aura eu un sens. Épilogue. 2 ans après, le téléphone a sonné un matin de mardi pendant que je révisais les contrats de ma nouvelle filiale à Nice. C'était Claude. Monsieur Henry, j'ai une nouvelle. Damien a terminé ses 2 ans de régime semi-ouvert avec bonne conduite. Et il y a autre chose. Il a été promu contremaître dans l'atelier textile où il travaille. Son salaire a triplé. J'ai souri, regardant par la fenêtre de mon appartement. Très bien, il l'a mérité. Et il y a autre chose, il fréquente une femme, institutrice dans une école publique. D'après ce que je sais, elle partage les frais avec lui. Relation bien équilibrée. Intéressant. Vous allez respecter l'accord. J'ai arrêté d'écrire et j'ai réfléchi un moment. 2 ans. Damien avait réussi. Pas seulement à travailler, mais à évoluer professionnellement, à construire des relations saines. Oui, Claude, je vais respecter. Mais je veux une réunion avec lui d'abord. Entendu. Je fixe pour quand? Samedi. Ici chez moi. Midi. Le samedi, j'étais nerveux pour la première fois depuis des mois. Je me suis levé tôt,
J'ai rangé l'appartement, préparé un déjeuner spécial. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le Damien qui reviendrait serait-il le même gâté d'avant ou avait-il vraiment changé? À midi pile, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai presque pas reconnu mon fils. Il était plus mince, mais pas de façon maladive. Il semblait plus fort, plus défini. Il portait une chemise sociale simple, bien repassée, un pantalon sombre et des chaussures en cuir. Pas les italiennes chères d'avant, mais des chaussures honnêtes d'hommes qui travaillent. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses yeux. Ils avaient une maturité que je n'avais jamais vue auparavant. « Salut, papa. Salut, fiston. Entre. » Il est entré lentement, regardant autour comme s'il visitait l'appartement pour la première fois. Et d'une certaine façon, c'était le cas. C'était la première fois qu'il mettait les pieds ici en tant qu'homme adulte, pas comme un garçon dépendant. « L'appartement est différent, » il a dit. « Tu es différent, » j'ai répondu. On s'est assis dans le salon. Il y a eu un silence gênant pendant quelques secondes. « Papa, Laisse-moi parler d'abord, » je l'ai interrompu. Ces 2 ans ont été les plus difficiles de ma vie, pas parce que j'étais dans le besoin ou que je souffrais financièrement, mais parce que tous les jours je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. Il m'a regardé attentivement. « Il y a eu des nuits où j'ai failli prendre le téléphone pour t'appeler. Il y a eu des jours où j'ai failli aller chez toi pour voir si tu allais bien. Mais je savais que si je faisais ça, je saboterais ta chance de grandir. » J'ai respiré profondément. « Claude m'a parlé de ton travail, de ta promotion, de ta copine. Je suis fier, Damien, très fier. » J'ai vu des larmes se former dans ses yeux. « Papa, j'ai tout gâché. J'ai gâché notre relation. J'ai vendu notre histoire de famille par caprice. Je t'ai manqué de respect de toutes les façons possibles. »« C'est vrai, » j'ai dit, « tu as fait tout ça. » Il a baissé la tête. « Mais tu as aussi fait quelque chose que je n'attendais pas. Tu as grandi, tu es devenu un homme. » Il m'a regardé de nouveau. « Raconte-moi ces 2 ans, » j'ai demandé. Et alors Damien a commencé à parler. Il m'a raconté les premiers mois difficiles, quand il n'arrivait même pas à se lever tôt. Comment ça avait été humiliant de découvrir qu'il ne savait pas faire des choses basiques comme cuisiner un œuf ou faire sa lessive correctement. Il m'a parlé de la première fois qu'il n'avait pas pu payer toutes les factures du mois et avait dû choisir entre Internet et le gaz. Comment ça avait été embarrassant de demander une avance sur salaire au patron. Au 3e mois, il a dit, je rentrais du travail un vendredi, mort de fatigue, et j'ai vu un type dans la rue qui mendiait. J'allais passer directement, comme je faisais toujours, quand j'ai réalisé que j'avais seulement 20 € dans mon portefeuille. Et ces 20 €, c'était pour mon déjeuner de la semaine. Il a fait une pause. À ce moment-là, papa, j'ai compris. J'ai compris que ce type dans la rue et moi, on n'était pas si différents. La seule différence, c'est que j'avais un emploi et pas lui. Mais tous les deux, on se battait, centime par centime, pour survivre. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné 10 € à lui, et j'ai gardé 10 €. J'ai mangé des pâtes instantanées au déjeuner pendant 3 jours, mais je ne regrette pas. Il a continué à parler de comment il avait rencontré sa copine, Marina, dans une boulangerie près du travail. Elle était institutrice dans une école primaire publique, gagnait peu, mais était passionnée par ce qu'elle faisait. Elle m'a appris que le bonheur n'a rien à voir avec combien d'argent on dépense, papa. Notre premier rendez-vous, c'était dans un parc public. On a apporté des sandwichs faits maison et du soda. On a parlé pendant 4 heures. C'était le meilleur rendez-vous de ma vie. Et François? Damien a ri amèrement. François m'a appelé 2 semaines après qu'on soit revenu de prison. Il disait qu'il avait réfléchi à notre relation et qu'on pourrait peut-être essayer encore. J'ai demandé s'il savait que j'habitais dans une chambre partagée et travaillais pour le salaire minimum. Il a raccroché. Tu l'as regretté. Au début, oui, pas lui spécifiquement, mais la vie facile qu'il représentait. Mais après quelques mois à travailler dur, j'ai réalisé que cette vie n'était pas la mienne. C'était un fantasme payé avec votre argent. On a parlé pendant des heures. Il m'a raconté ses objectifs, ses plans, ses rêves. Mais maintenant, c'était des rêves basés sur la réalité, pas sur des fantasmes. « Papa, » il a dit quand c'était déjà tard dans la nuit, « je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas revenir en arrière et ne pas vendre la montre de grand-papa Henri.
Mais je veux que vous sachiez que chaque jour de ces 2 dernières années, je porte avec moi la honte de ce que j'ai fait. Et cette honte me motive à être meilleur. Damien, j'ai dit, la honte ne devrait pas être votre motivation pour le reste de la vie. Tu as appris, tu as changé, tu as grandi. Il est temps de te pardonner à toi-même. Vous me pardonnez, papa? J'ai regardé cet homme, parce que maintenant il était vraiment un homme. Et j'ai vu le fils que j'avais toujours voulu avoir. Pas le garçon gâté que j'avais créé sans le vouloir, mais l'homme responsable qu'il était devenu à travers l'adversité. Je te pardonne, j'ai dit, mais plus important, je te respecte. Il a pleuré alors. Il a pleuré comme il ne pleurait plus depuis qu'il était enfant. Et moi, j'ai pleuré aussi. Papa, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Je veux que vous rencontriez Marina, mais pas dans un restaurant cher ou un endroit chic. Je veux que vous veniez dîner chez nous, enfin, dans ma chambre partagée. Elle va cuisiner. C'est de la nourriture simple mais faite avec amour. J'ai souri. Ce serait un honneur. Et papa, à propos du fonds que vous avez créé, je ne veux pas l'argent. J'ai été surpris. Comment ça? J'ai appris à me débrouiller. J'ai appris que je peux construire ma propre vie. Cet argent, utilisez-le vraiment pour les associations, pour aider d'autres familles comme celle de grand-papa Henri. À ce moment-là, j'ai su que mon fils était vraiment guéri. Damien, j'ai dit, tu as gagné le droit au fonds. Mais que dis-tu d'une proposition différente? Laquelle? Que dis-tu de retravailler avec moi? Pas comme fils du patron, mais comme professionnel. Tu prouves ta compétence pendant 2 ans dans mon entreprise, en commençant comme n'importe quel nouvel employé. Si tu y arrives, je t'offrirai un partenariat. 30% de l'entreprise. Ses yeux ont brillé, mais alors il a hésité. Papa, je ne veux pas de privilèges. Je n'offre pas de privilèges, j'offre une opportunité. Tu devras prouver que tu mérites chaque promotion, chaque augmentation, chaque responsabilité. Claude sera ton patron direct. Et elle est dure. Il a souri. J'accepte, mais avec une condition. Laquelle? Je veux continuer à habiter dans mon appartement. Je veux continuer à partager les comptes avec Marina. Je veux construire ma vie de bas en haut, même en travaillant dans l'entreprise familiale. D'accord, on s'est embrassés alors. Une vraie accolade entre 2 hommes qui se respectaient mutuellement. Ah, j'ai dit, me souvenant de quelque chose. J'ai quelque chose pour toi. Je suis allé au coffre et j'ai pris l'étui avec la montre du grand-papa Henri. Papa, non, je ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de mériter, Damien. Il s'agit de comprendre. Maintenant, tu comprends ce que cette montre représente. Maintenant, tu peux en prendre soin correctement. Il a pris l'étui avec des mains tremblantes et l'a ouvert. La montre brillait dans la lumière du salon. Je vais en prendre soin de ma vie. Il a chuchoté. Je sais que tu le feras. 3 mois plus tard, j'étais dans mon bureau quand Claude a frappé à la porte. « Henri, il faut que je vous parle de Damien. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le meilleur vendeur que j'ai jamais vu. En 3 mois, il a déjà battu l'objectif de vente d'employés qui sont ici depuis des années. Et ce n'est pas tout. Il arrive tôt, part tard, traite tous les employés avec respect. Les clients l'adorent. J'ai souri. Très bien. Il y a plus. Il a apporté une idée pour moderniser notre système de service client. C'est brillant. Il a tout étudié tout seul, fait une présentation complète. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que votre fils est devenu un vrai entrepreneur. Et regardez que j'étais sceptique au début. Je pensais que c'était encore une faveur que vous lui faisiez. Ce n'est pas une faveur, Claude, c'est son mérite. Ce soir-là, j'ai appelé Damien. « Salut, papa. Salut, champion. Claude m'a parlé de tes ventes. Ah, papa, c'est incroyable de vraiment travailler, tu sais. Chaque client que je conquiers, chaque vente que je ferme, je sens que je l'ai mérité. Et comment ça va avec Marina? Très bien. D'ailleurs, papa, j'ai une nouvelle pour vous. Laquelle? Je lui ai demandé en mariage et elle a dit oui. Mon cœur s'est rempli de joie. Damien, que c'est merveilleux. Quand? L'année prochaine. Ça va être une cérémonie simple, à la mairie, puis une fête chez les parents de Marina. Rien de très cher, mais ça va être parfait. Je peux aider avec quelque chose? En fait, oui. Vous aimeriez être mon témoin? J'ai senti des larmes dans mes yeux. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Et papa, il y a autre chose. Marina est enceinte. J'ai failli lâcher le téléphone. Comment? Vous allez être grand-père, papa.
On attend une fille. On veut l'appeler Amélie, comme grand-maman. J'ai pleuré au téléphone. J'ai pleuré de bonheur pur et complet. Papa, vous allez bien? Je vais très bien, fiston. Je vais très bien. 2 ans se sont écoulés. Damien était devenu directeur de la filiale de Marseille. Marina avait eu une promotion à l'école où elle travaillait. La petite Amélie avait 18 mois et était la chose la plus belle du monde. Tous les dimanches, il venait déjeuner chez moi. Marina cuisinait, elle tenait à le faire. Damien jouait avec Amélie sur le balcon et moi j'observais ma famille être enfin une vraie famille. Un de ces dimanches après-midi, Damien et moi, on était sur le balcon en regardant Amélie jouer pendant que Marina préparait le café. « Papa, il a dit, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vous regrettez d'avoir été si dur avec moi ?» J'ai réfléchi un moment. « Damien, si je n'avais pas fait ça, tu penses que tu serais ici aujourd'hui ? Marié à une femme merveilleuse, élevant une fille magnifique, travaillant dur, étant un vrai homme ? Non, il a admis. Je serais probablement encore en train de dépenser votre argent et de penser que je le méritais. Alors, je ne regrette pas. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus juste. Papa, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous avez fait n'était pas de la cruauté, c'était de l'amour. L'amour du type le plus difficile, l'amour qui sait quand il faut laisser l'enfant tomber pour qu'il apprenne à se relever. À ce moment-là, Amélie est venue en courant vers nous, a trébuché et est tombée. Damien s'est immédiatement levé pour l'aider, mais je l'ai retenu. « Attends, » j'ai dit, « voyons ce qu'elle fait. » Amélie nous a regardés, puis a regardé le sol, puis s'est relevée toute seule, a secoué la poussière de ses petites mains et a continué à jouer. « C'est ma petite fille, » j'ai dit. Fière, Damien a ri. Elle tient de son grand-père, têtue et résistante. En fait, j'ai dit, elle tient de son père. Elle a appris que tomber, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste le début de la prochaine tentative. Ce soir-là, après qu'il soit parti, je me suis assis sur le balcon avec une tasse de thé et la montre de grand-papa Henri dans les mains. J'ai observé les aiguilles bouger, marquant le temps qui passe, le temps qui vient. Merci, grand-papa. J'ai chuchoté au vent, de m'avoir appris que parfois, le plus grand cadeau qu'on peut faire à ceux qu'on aime, c'est de les laisser découvrir leur propre force. La montre a continué à faire tic-tac, marquant les secondes d'une vie qui avait enfin du sens. Une vie où l'amour signifiait respect, où famille signifiait responsabilité mutuelle, où héritage n'était pas seulement de l'argent, mais des valeurs. J'ai regardé les lumières de la ville en bas, les vagues qui se brisaient sur la côte, les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. J'ai 80 ans. Mon fils est un homme honnête et travailleur. Ma belle-fille est une femme intègre et affectueuse. Ma petite-fille apprend à se relever toute seule quand elle tombe. Mon entreprise prospère. Ma vie a un but. Et tout ça a commencé avec la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Dire non quand il était plus facile de dire oui. Parfois, je pense à comment ça aurait été si je n'avais pas découvert les conversations ce jour-là. Si Damien avait réussi à me cacher. Si j'avais continué à financer son irresponsabilité. Aujourd'hui, il serait probablement encore cet homme de 34 ans vivant comme un adolescent. François serait probablement encore en train d'exploiter sa générosité forcée. Moi, je serais probablement encore un père frustré me demandant où j'ai échoué. Mais la vie a ses ironies. La plus grande trahison de mon fils a fini par être le plus grand cadeau qu'il pouvait me faire, l'opportunité de la corriger. Je suis entré à la maison, j'ai rangé la montre dans le coffre et je suis allé me coucher. Demain, ce serait lundi. Damien arriverait tôt au bureau, comme il fait toujours maintenant. Claude me donnerait le rapport hebdomadaire montrant comment notre entreprise continue de croître. Je déjeunerai avec des investisseurs intéressés par l'expansion vers l'intérieur. Une vie normale, productive, honnête, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et dans le tiroir de mon bureau, à côté des contrats et rapports, il y avait la lettre que Damien m'avait écrite 2 ans plus tôt. Je la relis parfois, pas par nostalgie, mais pour me rappeler que les gens peuvent changer, que les enfants peuvent grandir, qu'il n'est jamais trop tard pour enseigner et apprendre la responsabilité, le respect et l'amour véritable. L'amour qui construit, pas celui qui détruit. L'amour qui enseigne, pas celui qui soutient. L'amour qui prépare à la vie, pas celui qui protège de la vie.
C'est ce que j'ai appris à 78 ans, quand j'ai découvert que parfois, la chose la plus aimante qu'un père puisse faire, c'est de laisser son fils affronter les conséquences de ses choix. Et c'est ce que mon fils a appris à 32 ans, quand il a découvert que grandir fait mal, mais que la douleur de la croissance est infiniment meilleure que la douleur du regret. Aujourd'hui, quand je regarde la montre de mon grand-père Henri, je ne vois pas seulement une pièce historique. Je vois une leçon sur la résistance, sur les valeurs, sur l'importance de préserver ce qui importe vraiment. Et ce qui importe vraiment, ce ne sont pas l'or ou les engrenages, c'est ce que cette montre représente. L'histoire d'une famille qui n'abandonne jamais, qui se relève toujours, qui trouve toujours un moyen d'avancer. Une famille qui inclut maintenant une nouvelle génération, la petite Amélie, qui grandira en sachant que l'amour et la responsabilité vont ensemble, que le respect se conquiert par les attitudes, pas par les mots, et que le vrai héritage, ce ne sont pas les biens matériels, mais les valeurs qu'on transmet. Et ainsi, l'histoire continue, pas comme je l'avais planifié, mais comme il fallait que ce soit, parfaite dans son imperfection, vraie dans sa douleur, complète dans sa leçon. Une histoire de père et fils, d'erreur et de rédemption, d'amour qui fait mal pour ensuite guérir. Une histoire que je ne changerai pas d'une virgule, parce que chaque larme, chaque confrontation, chaque moment difficile nous a amenés ici. Un endroit où nous sommes une vraie famille, pas seulement des gens apparentés qui partagent un nom de famille. Et au final, ça vaut plus que n'importe quelle montre, n'importe quel héritage, n'importe quelle fortune. Ça vaut toute une vie. À bientôt dans la prochaine vidéo des conseils de papy. Et rappelez-vous, l'âge apporte la sagesse. Et la sagesse, c'est le pouvoir de ne plus se laisser faire par personne. Au revoir mes amis, et prenez bien soin de vous.